Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce troisième épisode, nous allons évoquer la coparentalité, toucher du doigt ses enjeux et les difficultés inhérentes qui peuvent conduire à changer de processus pour concevoir sa famille. Si la coparentalité est bien un modèle de famille à part entière, il n'est pas encore reconnu aux yeux de la loi. Les parents sociaux ne peuvent prétendre à l'heure actuelle à aucune reconnaissance juridique. Lorsqu'Amandine et Laura se mettent en réflexion pour construire leur famille, la coparentalité leur apparaît comme une évidence. Pourtant, elles vont finalement voir leur processus couronné de succès grâce à la PMA via des inséminations artificielles avec donneur anonyme en Espagne. Aujourd'hui, Amandine est à mon micro pour témoigner autour de leurs réflexions et vous faire partager leurs choix, ceux qui les ont menés à une première grossesse, les interrogations sur la discrimination qu'elles ont pu subir et qui pourrait avoir conduit à la fin de cette première grossesse, l'acceptation du deuil qui en découle pour atteindre leur objectif final, la naissance de Charlie, grâce au centre Chiron de Saint-Sébastien. Je vous laisse découvrir cet épisode et m'excuse par avance pour les difficultés sonores que vous pourrez entendre. J'ai rencontré de grosses difficultés de connexion qui ont entraîné des chevauchements de la bande. Mais l'épisode en valait tellement la peine que j'ai préféré la maintenir. Bonne écoute! Bonjour Amandine. Bonjour. Je te remercie d'être rendue disponible pour cette interview. Est-ce que tu peux me présenter ta famille, te présenter, m'expliquer un petit peu toute la composition de votre famille en fait? D'accord. Donc moi, Amandine, 34 ans, je suis en couple depuis 11 ans avec Laura qui a 33 ans. Et de cette union est né notre premier enfant Charlie qui a 5 ans et demi, bientôt 6 ans d'ailleurs. Et ma conjointe est donc enceinte de 4 mois et on attend des petits jumeaux, donc 2 petits mecs, pour le 1er juillet de cette année. Et donc c'est une belle famille. Félicitations pour cette nouvelle grossesse. Donc, merci. Donc, notre union, c'est 2 mamans, donc une famille homoparentale qui s'est créée après un couple qui a vécu pendant quelques années, le petit couple sans enfant. Et donc, D'accord. voilà, on avait le projet de créer une famille plus nombreuse. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment s'est passée votre rencontre, comment est né justement le désir d'enfant? Voilà, comment vous avez vécu votre début de vie à deux? Alors, notre début de vie, il est assez particulier. Alors, comme beaucoup, je pense, de couples homosexuels, on s'est rencontrés via une plateforme qui était très connue à l'époque, puisque toutes les deux, on habitait. Alors, mon ami habitait à l'époque dans une ville assez grande, donc les bars homo existaient. Me concernant, j'étais dans une petite ville et ça n'existait pas du tout. On était une petite communauté parce que au sein de mon travail, on était quand même quelques-uns. Donc c'était assez drôle, on en rigolait, mais voilà, c'était notre petite communauté. Mais on s'est rencontrés donc sur Internet. On a parlé pendant 6 mois. L'une comme l'autre, on avait des situations assez complexes. Je vivais un coup chez mon ex, enfin c'était un peu le bazar. Et de son côté, elle vivait encore chez ses parents. Et sur un coup de tête, j'ai posé ma démission. Je suis partie la rejoindre donc à 100 km de chez moi. J'ai trouvé un appartement en urgence, j'ai trouvé un boulot en urgence. Et je lui avais dit, bah écoute, tu pourras venir de temps en temps chez moi. Et au final, dès les premiers jours, on s'est mis ensemble et puis on a dit, bah écoute, au final, ça marche ou ça casse. Et puis après 11 ans, ça a plutôt bien marché. Ça a plutôt bien fonctionné pour vous, oui. Voilà. D'accord. Et donc du coup, à partir de quel moment vous envisagez de faire des enfants et surtout comment vous l'avez envisagé pour le coup? Parce que si tu me dis que Charlie a 6 ans et demi, donc en gros il est né avant le vote de la loi sur le mariage?
Ouais, c'était les premiers. Non, parce qu'on a des amis autour de nous qui ont des enfants quand même adolescents, mais ça commençait un peu plus à devenir une discussion possible dans les couples homo. Enfin, nous, ça a été un souhait très rapide. Je pense qu'au bout de 6 mois de vie commune, on a commencé à en parler, et je pense que c'était important d'en parler très tôt puisque le travail a été long au niveau de savoir de quelle façon on allait avoir cet enfant. On essayait de peser le pour le contre, que ce soit pour nous, mais aussi pour l'enfant. Donc c'est vrai qu'on était encore toutes jeunes. On s'est mis ensemble, on avait 23 et 24 ans. On avait toujours cette crainte de le côté paternel dont on nous parlait encore beaucoup à l'époque. Oui, c'est Donc au vrai. début, on était parti sur une coparentalité. On D'accord. a cherché, on a discuté énormément avec des couples, des hommes célibataires. On s'est fait peur. On est Mhm. tombé sur des gens un peu fous, mais à côté de ça, on a fait des rencontres qui pouvaient être exceptionnelles sur l'instant T. On avait beaucoup parlé avec un jeune homme qui était prêt, avec qui ça accrochait énormément. Et puis en fait, au bout d'un an, donc un an de discussion où vraiment on était parti sur le projet. C'est vrai que son chéri était pas tout le temps dans les communications, mais on s'était dit si nous on en parle entre nous, forcément ils en parlent aussi entre eux. Et puis au final, non, il devait pas tant en parler que ça, puisque son chéri a pris un petit peu peur et a dit stop, on n'ira pas plus loin. Donc là, ça a été la première grosse chute pour nous. Et on s'est dit non, on va pas partir sur la coparentalité parce que si là, sur l'instant T, il peut arriver cette situation-là, on voulait pas qu'après, une fois que l'enfant soit né, il arrive ce problème-là et que les parents non biologiques se retrouvent sans droit sur l'enfant. Donc on a Oui. pris vraiment peur et on a dit on ne partira plus sur ce projet-là. On a beaucoup discuté sur des forums et associations où on fait d'ailleurs encore partie aujourd'hui, donc les enfants arc-en-ciel, l'EAC, une Mhm. association qui est très importante puisqu'elle dégage des fonds aujourd'hui encore pour des familles, des couples qui ont besoin parfois encore d'avocats pour les tribunaux, mais aussi des couples qui se séparent. Donc on a beaucoup parlé via cette association et ce forum, et aussi une rencontre internet que j'ai fait, je l'appelle notre petite étoile. C'était une maman qui justement avait eu des enfants, et c'est les premières générations, donc des femmes plus âgées que nous, qui Mhm. s'étaient lancées dans les projets, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup conseillés. Et je pense que c'est très important dans nos nouvelles familles, parce que même si certaines ont eu des enfants il y a très longtemps, ça reste aujourd'hui des nouvelles familles au nom de la loi. Et, Mhm. euh, et je trouve ça très important de pas se lancer sans avoir toutes les informations nécessaires, parce que c'est important pour nous, c'est important pour l'enfant. Et donc nous, après, petit à petit, le cheminement s'est fait, et on s'est dit qu'on partirait en Espagne. L'une comme l'autre, on a des origines espagnoles, donc aller en Espagne, c'était aussi un clin d'œil à nos origines, se dire que notre enfant aura les origines qu'on porte toutes les deux. Mhm. Et du coup, on est parti faire de la PMA, donc D'accord. procréation médicalement assistée, à San Sebastián en Espagne, dans une petite clinique. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir sur la coparentalité? Parce que c'est effectivement une des Mm. possibilités qui s'offre à nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quels en sont les points positifs pour le coup, mais aussi les risques, puisqu'effectivement, dans ce cadre-là, les coparents, enfin les parents non biologiques n'ont pas forcément de droit sur l'enfant. C'est ça, tout à fait. Donc après, je sais pas aujourd'hui de quelle manière les parents font exactement, puisque nous on avait stoppé, mais la coparentalité, c'est le fait que on se partage la parentalité. Donc ça, dans nos situations, c'est souvent un couple d'hommes, un couple de femmes. Mmh. Donc on va avoir une des femmes et un des hommes qui vont avoir du coup cet enfant par un rapport entre eux ou non. Enfin, donc l'enfant aura la génétique d'un des pères et de l'une des mères. Mais au final, on se retrouve avec deux mères et deux pères. C'est quelque chose qui est très envisagé pour les gens qui ont du mal avec la notion d'absence du lien paternel. Oui, Donc c'est de vrai que repères masculins, ouais. ça peut être une option. Ouais, tout à fait. Après, nous, on s'est basé sur le côté où le repère masculin, on pouvait l'offrir à notre fils d'une autre manière. Et aujourd'hui encore, on l'incite, s'il a besoin, à toujours se référer à un homme si quand il en a besoin. Mais Mmh. au final, on se rend compte que c'est naturel, et voilà. Oui, qu'il a peut-être pas de demande spécifique par rapport à ça. Non, pas aujourd'hui. D'accord. OK.
Et donc du coup, donc le projet, enfin, voilà, la difficulté de ce type de projet, c'est qu'effectivement, il faut que les deux couples soient très à l'aise avec le projet et Mm, que souvent on a un des couples ou une des personnes dans un couple qui n'avance pas à la même vitesse que tout le monde ou qui peut avoir plus de doutes. Donc ça rend plus difficile c'est ça. ce type de projet. Ouais. Mm. D'accord. Surtout en cas de séparation par la suite. C'est là où on était un peu inquiète. On se disait, un des couples se sépare. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut protéger le parent dit social, c'est-à-dire le parent qui n'a pas porté l'enfant Mm. enfin, qui n'a pas eu l'enfant avec l'autre. Comment le protéger en cas de séparation, puisque au nom de la loi, il n'a aucun lien avec cet enfant. Et on Effectivement. voulait pas prendre ce risque au final. Effectivement, et c'est vrai que pour le moment, il n'y a, enfin, ça n'a jamais été encore envisagé Mm. comme type de Non. parentalité, ou je veux dire bien aux yeux de la loi. Et donc voilà, ça protège pas les deux parents non biologiques en fait. Mm. D'accord. Et donc du coup, bon, je peux comprendre que suite à cet échec entre guillemets de parentalité, vous soyez tourné vers une autre formule, on va dire. Et du coup, vous partez sur l'Espagne, donc du fait de vos origines, donc le choix était relativement vite fait. Je pense que vous avez même pas évoqué d'autres pays. C'était évident pour vous. Non, parce qu'en plus, on est de Charente-Maritime, donc pour nous, il était plus rapide de pouvoir aller en Espagne en voiture, parce que qui dit partir dans un pays étranger dit s'absenter du travail. Et c'est vrai que la Belgique, c'est le train ou l'avion. Ici, on n'a pas énormément d'aéroports. Donc c'était pour nous, l'Espagne était de toute façon en plus côté pratique indispensable. Oui, du coup, ça vous faisait quoi, 4-5 heures de route? Alors oui, pour San Sebastian, 4-5 heures de route. Alors après, j'ai un peu ausculté une partie. La première fois, on était parti à Barcelone, Mhm. et là, c'est 8 heures de route à faire aller-retour. Voilà, c'est des choses qui vont avec le parcours PMA à Oui, l'étranger. qu'il faut prendre en compte. Donc du coup, comment vous avez fait le choix On- justement de la clinique? Alors la première clinique, à l'époque, faut être honnête, on n'entendait parler que de la clinique de Barcelone, une grande clinique de Barcelone. Mhm. Donc on a un peu été là où on était rassurés. Mhm. Donc on a été à cette clinique à Barcelone très réputée. C'est Eugène, hein, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, tout à d'accord. fait, c'est ça, ouais. Mais après un premier essai qui a été positif, mais qui s'est terminé par une fausse couche, on n'a pas eu le sentiment d'être écouté Mhm. au sein de la clinique, et on avait l'impression nous concernant, je parle bien nous concernant parce que c'est une clinique qui est très appréciée, on avait l'impression d'être un numéro, une carte, puisque c'est vraiment une carte qu'on fournit quand on arrive Mhm. là-bas. On n'avait pas ce petit cocon. Donc quand ma conjointe a fait sa fausse couche, déjà on a pris du temps avant de repartir. Je lui ai laissé le temps nécessaire. Je pars du principe que c'est son corps, donc c'est elle qui est maître de son corps. Mhm. Et on est parti donc après, mais elle m'a dit j'ai besoin de changer de clinique et j'ai besoin de trouver une clinique à taille humaine. Donc on a fait nos recherches, et c'est là où on a découvert la clinique Chiron à San Sebastian, qui est devenue du coup voilà, Votre notre clinique. clinique. Et donc du coup, vous avez pris. Alors concernant, Ouais. on va reparler un peu de Gine. Concernant Gine, vous aviez pris contact. Enfin, si c'est un peu enfin, comme je l'avais pris contact moi aussi. Je crois que c'était un formulaire internet de Mm. mémoire. C'est ça. On faisait d'abord une première demande internet. Après, on avait eu un échange téléphonique. Après, donc un premier rendez-vous sur place. Donc, il faut déjà faire ce premier rendez-vous sur place où on nous explique le fonctionnement, où on nous fournit tous les documents administratifs. Mhm. Parce que ça reste quand même quelque chose de très particulier. Donc, on a quand même pas mal de documents à compléter, et tous les examens à faire. Oui, donc du coup, vous avez cette liste d'examens. Donc vous repartez en France avec votre liste d'examens et là vous basculez sur un parcours en France finalement. Oui, c'est ce que justement je reprends mes études en ce moment, et on est en début d'année, on était en plein sur qu'est-ce que la famille, et une personne de mon cursus est italienne, et quand on parlait justement, j'ai eu l'opportunité de parler des familles homoparentales, et je lui expliquais l'hypocrisie à la française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PMA n'est pas autorisée officiellement encore. Les textes sont en cours, mais c'est pas encore officiellement Mhm. autorisé, et encore moins à l'époque, sauf que la PMA se fait à l'étranger pour ce qui concerne l'insémination, mais tout le parcours est fait en France, et on a eu la chance, nous concernant,
d'avoir des médecins qui nous ont ouvert grand leurs portes. On avait peur. Au début, on est terrorisés parce qu'on se dit il faut trouver un gynéco. On vous dit faut prendre l'annuaire et tous les appeler et expliquer la situation. C'est très compliqué psychologiquement à faire parce qu'il faut accepter qu'on peut être refusé. Et on sait quand on est refusé, c'est aussi par rapport à notre couple et aussi parce que certains médecins ont peur et je le conçois tout à fait. On a essuyé pas mal de refus sur la première ville où on était. On a eu la chance de déménager à 100 km d'où on était. Et là, le premier médecin que j'ai appelé, je lui ai expliqué, il m'a dit mais pourquoi je vous refuserais? Je lui ai dit bon écoutez, on est parti. Et ce qui est quand même assez drôle au final, c'est qu'on a été suivi par un centre hospitalier qui, pour se préserver, ne notait rien. Donc, on a fait des consultations de manière gratuite. Tout était caché, mais sans qu'on soit réellement caché. Et c'est là où les lois sont importantes parce que ça existe, ça se fait. Donc, il suffit juste de légaliser les choses pour pouvoir éviter cette hypocrisie et le fait que les gens se sentent mal à l'aise alors que ça existe déjà depuis X Mais années. complètement, d'autant qu'on sait que, enfin voilà, nous on a la chance d'être très bien accompagnés dans des pays où c'est légalisé et où c'est, on va dire, c'est propre, donc on prend pas de risques réellement, mais c'est vrai que aujourd'hui on a d'autres risques qui sont liés au délai qu'on peut mettre pour adopter les enfants et qui font que certaines familles vont exploser à ces moments-là pour X ou Y raison, et qui ne protègent pas les enfants finalement. Pour en revenir au gynéco, je sais C'est aussi ça. que s'ils refusent de suivre, ce n'est pas que par conviction, c'est aussi parce qu'ils ont de vrais risques de retrait de leur pouvoir d'exercer. Et aujourd'hui, en France, Tout à fait. c'est une vraie difficulté. Ouais, c'est pour ça que je disais que je les comprenais parce que justement, nous, la première gynéco qui nous a suivis nous a dit, écoutez, j'ai l'habitude d'être contrôlée par, par la sécurité sociale, donc j'ai plus peur et elle était bientôt à la retraite, donc pour elle, c'était... mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de se protéger et c'est là où c'est aussi dommage pour eux parce que, comme ils disent, ils ont l'impression en fait de pas être en accord avec leurs convictions à la base, puisqu'un médecin est là pour soigner tout le monde, sans faire de discrimination. Et à cause de textes de loi qui les bloquent, ils se retrouvent à faire une discrimination qui, à la base, ils ne veulent pas faire. Donc c'est là où pour eux, ça peut être compliqué. Mais nous concernant, on a eu beaucoup Oui, de tout à chance. fait. Donc du coup, vous faites tous vos examens en France. Et alors là, Oui. comment ça se poursuit? En fait, vous les appelez, vous leur donnez les résultats? Alors déjà, nous, quand on a récupéré les documents, entre le premier rendez-vous d'explication et le moment où on part, nous concernant, la première fois, il a bien fallu compter au moins 6 mois parce que tous les examens à faire, ça reste long, et la préparation aussi psychologique. Donc une fois que tous les examens sont faits, on les appelle, on leur transmet les documents, on fonctionne énormément par mail. Ils étudient. C'est des pays qui sont vraiment spécialisés dans la PMA. Ils ont une avance énorme sur la PMA. Les traitements sont vraiment adaptés au corps de la femme qui va porter l'enfant. Donc moi je sais que mon ami n'a pas eu le même traitement pour la première fois où on est parti et la deuxième fois, et pas non plus pour la troisième fois d'ailleurs ici. Ils observent tout. Nous, ça a été jusqu'à une demande du karyotype. Donc le karyotype, c'est l'ADN pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie sur l'ADN. Ça peut paraître loin pour certaines personnes, enfin aller loin. Une fois qu'ils ont tout ça, ils nous disent, écoutez, pour nous, c'est ok. Ils nous donnent par mail les médicaments dont on va avoir besoin. Donc il faut redemander au gynéco de prescrire cette fois les médicaments. Donc parfois c'est un peu plus compliqué quand ça arrive à la Oui, prescription parce que qui dit prescription dit voilà. il laisse une trace. Donc nous là-dessus ça a été. Parfois c'est ce qui va bloquer pour certains. Et une fois qu'on a les médicaments, donc l'Espagne nous indique quand commencer les piqûres. Là encore c'est rigolo parce que souvent on n'ose pas appeler les infirmières pour les piqûres. Donc moi qui ai la phobie des piqûres, j'ai dû piquer ma Ouais. femme X fois. La pauvre, je m'en excuse encore parce que je je pense qu'elle garde pas que des bons souvenirs de mes piqûres. Et donc on a un suivi, donc suivi par prise de sang, suivi par échographie pour voir l'évolution de la stimulation. En fait, c'est des piqûres d'hormones qu'on doit faire. Nous concernant, donc en Espagne, parce que en Belgique, il n'y a pas forcément de Oui, piqûres tout à fait. d'hormones. Nous, il y en avait, et encore plus au vu de la possibilité
pour ma conjointe d'avoir rapidement on va dire une ovulation D'accord. parfaite. Et donc ça peut durer 6 jours, comme nous la première fois ça a duré Ouf. 18 jours. Mmh. Donc prévoir avec le boulot et autres. C'est vrai que parfois j'entends des personnes qui nous disent mais nous vous inquiétez pas, j'ai prévu sur mes vacances. En fait Non, non, c'est pas le corps, ça se programmable programme parce pas. que c'est le corps humain. Voilà, on ne peut pas. Et je sais que nous, c'était la première fois, on s'était senti mal à l'aise parce on travaillait au même endroit, dans le même Oui. service, et on avait pris nos vacances ensemble. Tout était calé, et sauf que bah ça a dépassé de 3 jours nos vacances. Donc heureusement, la chef de service était une connaissance et elle a accepté. Elle a dit, vous dites que vous êtes tombé en panne en Espagne et ça Mmh. passera comme ça. Mais c'est ça aussi, la loi en France, c'est ne plus se retrouver dans des situations comme ça qui peuvent mettre des personnes dans l'embarras, parce que nous, ça allait, on n'avait pas des postes à haute fonction, mais quelqu'un qui a un poste à haute fonction peut aussi se retrouver en difficulté face à son employeur. Tout à fait. Au niveau du choix du donneur, comment ça se passe en Espagne? Alors, dans les 2 cliniques, on nous a juste demandé si on voulait se baser sur, du coup, la maman sociale, donc moi, Mmh. en l'occurrence. Donc voilà, ils se sont juste basés là-dessus, mais c'est tout ce qu'on sait. Ils nous donnent, pour Eugine, on avait eu le groupe Mmh. sanguin du donneur, mais c'est tout, quoi. Après, on n'a pas d'autres D'accord. informations. Et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est que quand les gens me disent parfois, oui, mais ça fait un peu, j'achète mon enfant, c'est sur catalogue. Je dis non, 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 pas du tout. On n'est pas du tout sur un catalogue où on choisit le bel homme et le beau. Non, non, c'est vraiment aléatoire et c'est eux qui choisissent. Et j'étais en accord avec ce côté-là. Certains vont préférer connaître des choses ou autres et je me retrouvais en accord avec ce point-là. Même si, par contre, dans le sens inverse, ça ne m'aurait pas dérangé et ma conjointe non plus, que le donneur ne soit Mmh. pas inconnu, parce que si notre fils avait eu envie par la suite, voilà, on n'aurait pas choisi une clinique par rapport à ça. Si le donneur était connu, c'était tout aussi bien pour notre fils. Malheureusement, à l'instant T, ça se faisait pas, donc Oui, c'est vrai on que, n'avait pas le choix. de mémoire, les dons semi-anonymes sont arrivés un peu après, hein? Oui, et Ouais. pas en Espagne pour l'instant. L'Espagne, pour l'instant, reste D'accord, OK. réfractaire là-dessus, hein. C'est Ouais. en Belgique, il me semble, que eux l'ont mis en place, mais en Espagne, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est D'accord, OK. prévu, il me semble. OK, OK. Donc du coup, au bout de 18 jours, de monitoring et de piqûres, vous êtes, prête à partir? C'est ça. Donc on est parti, donc 8 heures de route pour aller à Barcelone. C'est après ça reste des moments, enfin nous concernant en tout cas des moments inoubliables. Ça reste des instants vraiment précieux pour nous. C'est l'aventure, c'est aller chercher notre bonheur. On part, on réserve un hôtel au dernier moment, on fait les 8 heures de route sans s'arrêter. À l'époque, il n'y avait Oh que là moi là, qui conduisais d'ailleurs, donc les 8 heures de c'est route clair. peuvent paraître longues. Et voilà, donc on prend juste un hôtel pour pouvoir se reposer Mmh. le soir. On fait une dernière injection pour déclencher l'ovulation et le lendemain, donc l'insémination se fait. Donc c'est très rapide au final. Les médecins sont généralement, enfin, ce rapport que j'ai avec l'Espagne et avec leur manière d'agir, c'est des gens très humains. À aucun moment en Espagne on a eu le sentiment d'être jugé. On est vraiment accueillis comme un couple hétérosexuel et ça aide. C'est un point en moins parce que malgré tout aujourd'hui en France, aujourd'hui on est en plein Mmh. dans une grossesse. Dès qu'on doit avoir un nouveau médecin, on a cette peur. Toujours on dit attention, prévenez la personne. Nous sommes un couple de femmes et on est obligé parce que on a encore cette crainte en France, même si on sait que c'est rentré dans les mœurs. Le temps que cette loi n'est pas passée, on se sent toujours un petit peu fautif, un petit peu Hors norme, quoi. vous êtes hors la loi, parce que certains savent le rappeler. Du coup, on n'a pas cette force qui peut dire non, aujourd'hui je fais quelque chose que j'ai le droit de faire, donc j'ai pas cette crainte à avoir. Et en Espagne, on n'a pas cette crainte. Et du coup, voilà, on va faire l'insémination. Ça dure, on va dire 30 minutes, hein, si on compte pas Oui. l'attente dans la salle d'attente. On va dire 30 minutes. Et après, bah, vous repartez chez vous pour faire vos 8 heures de route avec votre chéri qui met les Les pieds pieds en l'air. en l'air dans la voiture parce que le D'accord. médecin l'a conseillé. C'est pas très discret dans C'est clair. Barcelone, je pense, mais mais voilà. C'est vrai que c'est ce côté un peu en France on le ferait pas. En France enfin on prendrait le temps, on resterait peut-être les 2 heures où il faut. Mais voilà, en Espagne du coup on repart vite
Donc, et après, c'est Interview. 14 jours d'attente pour avoir le verdict. D'accord. Et du coup, sur ce premier essai, vous avez un test positif au bout? Voilà, test positif, une grossesse qui commence et au bout de 2 mois à peu près, une fausse couche pour ma conjointe. Fausse couche qui est très mal passée, qui d'ailleurs aujourd'hui encore reste un petit peu un sujet sensible pour nous, puisque ma conjointe a eu des premiers saignements. On a été à l'hôpital et cette fois-là, par contre, on est tombé sur un médecin, clairement, on peut le dire, Mhm. homophobe, euh, et qui, en 2 minutes, a dit à ma femme, de toute façon, le cœur bat plus, vous prenez ce médicament, au Ok. revoir. On a même l'infirmière qui était là on vous voyait qu'elle était gênée, qu'elle avait Mhm. honte pour lui. On a hésité à se retourner contre l'hôpital, mais on était jeunes en tant que D'accord. parcours parental, on va dire. Aujourd'hui, ça arriverait, on se laisserait plus faire. Là, on était toutes débutantes dans ce parcours, on était encore fébriles parce que, encore une fois, cette loi fait qu'on se sent parfois Mhm. en faute. Et quand on a des gens en face de nous comme ça qui nous le montrent bien, on se sent faible. Donc c'est vrai que c'est cet hôpital qui nous avait aidés dans le parcours et on se voyait pas là sur l'instant T, du coup, les mettre en porte-à-faux et leur dire ok, vous nous avez aidés. Par contre, aujourd'hui, vous avez un médecin qui est homophobe et après X enquête, au final, on s'est rendu compte que de toute façon, c'était un homme qui n'aimait pas les Oui, pour un femmes. gynéco, Dommage c'est embêtant. pour un gynéco. Euh, voilà, parce qu'au final, les femmes hétéros disaient qu'elles ont vécu, certaines ont d'ailleurs fait des remontées à la direction. C'était vraiment un homme ignoble. Et du coup, ma femme a pris ses cachets parce que Mhm. on écoute le médecin, ce qu'aujourd'hui on ne ferait plus. Et, euh, et malgré tout, on a toujours eu ce doute de se dire est-ce que le cœur vraiment ne battait pas? Est-ce que je pense que ça se serait bien passé, on lui aurait fait Ouais. confiance, on n'aurait jamais eu de doute. Et en fait, on a tellement mal vécu l'instant T qu'aujourd'hui encore, on se dit peut-être qu'en fait il nous a menti, que le cœur battait, qu'il nous l'a pas fait écouter, et Mhm. que beaucoup de doutes. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui il est important qu'on soit protégé en France, hein, pour pouvoir se battre contre ce genre de personnes, parce que euh, parce que c'est lui aujourd'hui qui serait dans l'illégalité si la loi était passée et si on avait Oui, pu protégé. se battre contre lui. Donc ce premier essai a été une grosse remise en question Mhm. pour nous et un Ce que gros je peux échec. comprendre, hein. Franchement, enfin, il y a du personnel alors c'est loin d'être le cas de de tout le personnel médical, hein, heureusement. Mais comme partout, il y a des gens Non, qui ont des convictions qui dépassent leur pratique en fait. c'est ça. Bon, mais sur ce moment qui a dû être vraiment douloureux et je comprends complètement vos doutes, je pense que j'aurais vraiment eu le même dans cette circonstance, enfin dans ces circonstances. Comment vous avez rebondi en fait? Alors on a encaissé, Oui, on a évidemment. beaucoup pleuré, hein, et puis on a attendu que ma conjointe reprenne physiquement, parce que une fausse couche et prendre des médicaments pour lancer entre guillemets l'avortement, hein, c'est un Mhm. médicament qui vous donne des contractions, ça laisse des traces au corps et à la tête. Elle a passé des jours vraiment pas faciles. Et du coup, je lui ai dit, c'est toi qui prends le temps. Si on doit pas repartir, on repart pas. Si tu veux que ce soit moi qui reparte, qui refasse tous les examens, je le ferai, il y a pas de souci. C'est elle qui, j'ai été surprise de la durée parce qu'au final, au bout de 3 mois, elle m'a dit, ça y est, je suis prête, on repart. Par contre, on change de clinique, j'ai besoin de repartir à zéro. Et du coup, on va parler de Saint-Sébastien juste après. Je rebondis sur ce que tu disais. Comment s'est fait le choix de la maman qui porterait? Alors, c'était une période un peu délicate. Mon amie avait perdu sa maman pas longtemps avant et elle en ressentait vraiment le besoin. Elle avait besoin que ce soit elle. Je pense que psychologiquement, elle avait vécu des choses, un Mhm. deuil de fille auprès de sa mère. Si vous, en fait, pour garder un clin d'œil de sa maman dans son héritage, elle avait une petite somme d'argent et en fait on a pris une somme d'argent de cet héritage pour inclure sa maman dans le parcours. Donc ça m'a paru normal
de lui dire écoute, vas-y, c'est toi qui porte en premier et il y a Mhm. pas de souci. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Encore aujourd'hui, on dit à notre fils, voilà, c'est Mamie Étoile qui a permis qu'on parte et qu'on reparte surtout parce que il y a ce coût financier. Le premier échec, le repartir, c'est des frais d'essence, c'est des frais de perte de salaire, c'est des frais d'insémination. Voilà, c'est plein de choses à prévoir C'est et une du très coup belle ça s'est raison en fait tout comme cas. ça naturellement. Et donc Mm. deuxième tentative sur Saint-Sébastien. Comment ça se passe? Saint-Sébastien, vous appelez pour prendre un rendez-vous ou enfin quel est le process en fait? Ouais, San Sébastien, on les appelle. Ils ont une secrétaire qui est pas bilingue, mais enfin, presque bilingue quand même, qui pratique quand même très bien la langue française. Et on les appelle. Donc l'avantage, c'est qu'on avait déjà fait beaucoup d'examens, donc tout était en place pour eux. Par contre, on n'était pas obligé de se déplacer pour un premier rendez-vous administratif, mais on l'a quand même fait et on a bien fait parce que du coup, eux, lors du premier rendez-vous administratif, ils font une écho d'eux-mêmes pour voir comment est le corps Mhm. de la maman qui va porter. Et ils se sont rendus compte en fait que mon ami avait des ovaires Mhm. polykystiques, donc des kystes dans les ovaires, et D'accord. ça permet d'adapter le traitement. On avait un traitement particulier parce que c'est ovaires polykystiques en France, c'est quelque chose justement qui est très surveillé puisqu'il y a des risques derrière et que vu que nous on aime bien tout tenter Mhm. et toucher à tout ce qu'il faut pas toucher, les risques c'est une hyperstimulation et mon ami connaîtra ça D'accord. par la suite. Ok. Voilà. Donc ils se rendent Donc compte des ovaires polykystiques, ils vous donnent donc un traitement spécifique. voilà, tout à fait. Et on repart et ils nous disent, donc on avait ce rendez-vous au mois de juin et ils nous ont dit, écoutez, prochain cycle de votre femme, on peut partir, il n'y a pas de souci. Donc on est reparti D'accord. dès le mois de juillet. San Sebastian, c'est différent de Gine puisque il fonctionne sur 2 inséminations. C'est une clinique qui à l'époque était très décriée, l'est encore parfois aujourd'hui, pas toujours de manière justifiée, je trouve. En effet, c'est une clinique qui faisait Mhm. des stimulations assez fortes avec des taux de réussite forcément élevés. En plus de ces stimulations assez fortes, ils font 2 inséminations, c'est-à-dire qu'il faut partir sur 48 heures. Il y a une insémination le jour J et le lendemain, on fait une nouvelle insémination. Donc, il y a des risques de gémellité, voilà, des risques d'avoir 3, voire plus d'embryons qui se développent. D'où l'importance d'être très bien suivi en France. Et c'est vrai que sur des réseaux comme Instagram, on va souvent me demander Mhm. des avis. Donc moi, c'est une clinique que je respecte énormément. Par contre, je le précise toujours, ayez un bon gynéco en France qui vous suit. Et au final, San Sebastian aujourd'hui a beaucoup revu sa méthode et aujourd'hui ils font des D'accord. stimulations qui sont quand même plus raisonnables et ont même accepté récemment pour des amis de ne pas faire de stimulation. Donc il faut pas hésiter non plus à dire. C'est vrai que parfois on a tendance à vouloir se laisser guider par ce qui était dit avant par d'anciennes filles qui sont parties. Il faut pas hésiter à leur dire si on n'a pas envie puisque nous pour un couple d'amis elles ont eu la possibilité D'accord. de le faire sans stimulation. Du coup, est-ce que vous réattendez Mm. 18 jours avant de partir ou ça se fait de façon un peu plus courte? Comment ça se passe? Ah. Et ben non, cette fois-là, ça a été très rapide. Au bout de Mhm. 3 contrôles, on était parti. Par contre, on est parti avec beaucoup de follicules matures. On prenait le risque. Après, encore une fois, c'est important de discuter dans le couple avant de se lancer dans ces démarches-là. Nous, si par exemple il devait y avoir des triplés, on n'aurait pas eu de souci avec ça. Certaines personnes peuvent ne pas assumer le fait d'avoir des triplés. Mhm. Il faut se dire que les médecins en parlent en Espagne. Ils parlent de réduction embryonnaire. C'est des choses auxquelles il faut s'attendre, des choses sur lesquelles il faut discuter parce que c'est pas anodin. Ça met en jeu le couple, ça met en jeu la personne qui porte, la personne qui ne porte pas, et ça met en jeu aussi les enfants. Donc c'est important d'avoir voilà de se préparer sur tous ces points-là. Donc nous voilà, on a tenté le diable cette fois-là et on a dit on part même si en France on ne serait pas parti avec Mhm. 4 embryons, enfin 4 follicules matures. Là on a dit on le tente et on part avec ces 4 jolis follicules.
Non, donc au bout de 6 jours, on part, qu'on découvre la clinique, on est accueilli par des gens juste fantastiques. On n'a pas du tout le même ressenti que quand on avait été à Barcelone. C'est petit, c'est cosy, on inclut énormément la deuxième maman. On m'a montré tout. On me montrait à l'écran à quel endroit on allait injecter les spermatozoïdes. Donc on voit vraiment toute cette création dès le début et je trouve ça magique. Même là, quand on l'a revécu, je trouve ça juste magique de voir la création dès le début. Et donc on attend ces 14 jours et 14 jours auxquels le final donne encore un positif. Excellent. Et du coup, tu parlais tout à l'heure Et parfaite de de ce point-là. l'hyperstimulation, c'est sur ce cycle-là qu'elle... C'est ça. Oui, l'hyperstimulation, en fait, donc les 14 jours, le positif arrive. Par contre, ce qui arrive aussi très rapidement, c'est qu'on voit le ventre de ma femme grossir. Sauf qu'une grossesse, le ventre ne grossit pas au bout de 3 semaines. Oui. C'est rare, je pense. Et sauf que là, son ventre prend un volume assez impressionnant et quelques jours après, des douleurs atroces. Si on lui demande encore aujourd'hui, elle vous dira que les douleurs sont plus atroces que son accouchement. Donc je la vois plier en deux, je la vois souffrir. Et là, on se dit, on est reparti. Il y a l'angoisse, dans notre tête, on s'imagine déjà une fausse couche. Voilà, vous êtes terrorisé, je pense que dans ces moments-là, on se retrouve un peu comme un enfant fébrile, on est vraiment pas bien. Et donc, on va à l'hôpital. Du coup, le médecin nous explique que non, c'est surtout une hyperstimulation. Donc, il dit le point positif, c'est que souvent, ce qui dit hyperstimulation dit que la grossesse va avancer, puisque généralement, les hormones trop élevées qui font que, du coup, on a cette hyperstimulation. Il voit bien, du coup, deux petites poches qui sont présentes. Donc, il nous annonce qu'on a des jumeaux à ce moment-là. Et par contre, ma femme va souffrir pendant ça dure bien. Les douleurs, on va dire que pendant 10 jours, elle a souffert de douleurs où on n'a pas de solution. En fait, l'hyperstimulation, c'est attendre que ça passe et surtout croiser les doigts en se disant que ça ne va pas aller plus loin puisqu'en fait, c'est des poches d'eau qui se créent et il peut y avoir de l'eau qui se génère dans le corps. Après, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'en Espagne. La preuve, c'est que quand c'est arrivé à ma conjointe, le gynéco nous disait que justement le matin même, une femme qui a fait un parcours en France a eu une hyperstimulation et elle était en service de réanimation. Donc, comme quoi la France n'est pas non plus exempte de ces symptômes qui sont des symptômes communs à la PMA. Donc voilà, ce n'est pas parce que c'était Chiron, ce n'est pas parce que c'était l'Espagne. C'est des symptômes qui peuvent arriver parce que les hormones sont malgré tout énormes quand on fait des PMA et qu'on fait des PMA avec hormones. Ouais. Donc elle a serré les dents. Elle a été très courageuse. Je la salue souvent là-dessus. Et donc ça a continué comme ça jusqu'au on fait en fait une écho vers la 8e semaine de grossesse pour vérifier que la grossesse s'implante bien, que les embryons s'implantent bien, que tout pousse bien. Et du coup, à cette 8e semaine, on nous annonce que c'est bon, la grossesse est là. Il y a bien toujours ces deux petites poches avec ces deux petits cœurs qui battent. Par contre, ma chérie, même si elle n'a plus les douleurs qu'elle avait, garde quand même d'énormes kystes au niveau des ovaires. Donc c'est des choses qui sont à surveiller après sur la longueur. On est sur une grossesse qui évolue, donc qui évolue mieux que la fois précédente, pardon. Et donc vous êtes en partance pour devenir maman de jumeaux. C'est ça. Du coup, on est suivi par l'hôpital qui nous suivait depuis le début et comme tout parent heureux, on va faire notre écho du premier trimestre. Et c'est marrant sans être marrant. J'ai eu un instinct dans la voiture, comme quoi on dit que c'est les mamans qui portent, qui ont cet instinct maternel. Et je ne sais pas pourquoi. Quand on est sur cette route, je dis à ma femme, j'aimais pas en fait la salle d'attente parce que c'est vrai que parfois on se rend compte que, mais là après c'est un autre domaine, mais c'est mon domaine professionnel qui me déforme là-dessus. Les salles d'attente sont ouvertes sur les salles de consultation. Et je dis à ma femme, j'aime pas parce que si on doit sortir d'une salle en pleurant, on est devant tout le monde et ça me gêne et je sentais pas bien le rendez-vous. Donc on va à ce rendez-vous, on est suivi donc par un gynéco, un homme qui n'aura pas le tacle. Alors
C'est quelqu'un de très respectueux, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui, malgré tout, je pense, est très humain, mais qui a été très maladroit sur le coup. On s'attend quand même à venir voir évoluer deux bébés, deux embryons. Et en fait, on arrive et il nous dit, bah alors, qu'est-ce que vous Ouais. voyez? Ça a été sa phrase. Je crois qu'on l'oubliera jamais, cette phrase. Et là, on a compris. On a dit, bah, il y a qu'un seul bébé. Et il nous dit, bah oui, un des deux a arrêté d'évoluer depuis la dernière fois où on s'est vu. Donc, bah, l'échographie qui normalement est un moment de joie, pour nous sur le coup, a un peu gâché Ouais, l'instant de joie et on est resté un peu bloqué là-dessus. Mais à côté de ça, il fallait aussi avancer puisque un des deux s'était accroché et voilà, il fallait se battre pour lui. Ça a été du coup une grossesse encore compliquée. Et du coup, bah, avec tous les doutes qui vont avec, tous les examens qui essaient de nous rassurer pour notre deuxième enfant, la peur de faire une fausse couche parce que qui dit un des jumeaux qui oui, n'évolue c'est vrai. plus peut aussi dire fausse couche par la suite. Voilà, le médecin nous avait prévenu, il a dit il est possible que votre corps veuille rejeter ce jumeau mort, donc sachez que cela peut arriver. Donc c'est compliqué, mais du coup on a mis ma conjointe qui portait notre enfant a mis 5 mois avant Projeté. d'accepter de parler à son bébé dans le ventre parce qu'elle avait peur en fait, elle était terrorisée, c'était pas du rejet, c'était Ouais. pas mais c'était une peur de le perdre encore lui. C'est vrai qu'elle a cumulé quand même les complications. Et au final, notre petit garçon est né. Alors les médecins Mhm. nous expliquaient que parce qu'il est né prématuré, il est né un mois à l'avance, et les médecins nous expliquaient que alors après je sais pas s'il y a des faits scientifiques ou autres, que les enfants qui perdaient un jumeau gardaient parfois malgré tout D'accord. le terme comme s'ils avaient été des jumeaux. Donc il dit s'ils avaient été deux, ils seraient peut-être nés justement à 8 mois. Donc ce petit bonhomme avait décidé de venir avant. Donc ma chérie s'est battue pour le garder le plus longtemps possible au chaud. Un tout petit chou. C'est ça. C'est D'accord. Et exactement donc ça. du coup, Charlie arrive C'est en ça, oui. 2013? 2014, pardon. Oui, donc là, la loi, par contre, la loi pour le 2014. mariage pour tous est donc votée. Ouais. L'adoption aussi, du coup, enfin, de par le fait. Vous avez décidé de vous marier dans la foulée? Vous Ouais. êtes mariés Ouais. avant la naissance de Charlie ou après? Non, on n'était pas mariés et j'ai une femme qui est très contradictoire. Elle aime pas qu'on lui impose les choses, donc c'était très compliqué pour elle de faire le cheminement, de se dire qu'on était obligé de se marier parce Mhm. que l'État nous obligeait à faire un mariage. C'est vrai que nous on rêvait de faire notre mariage quand on aurait décidé grandiose et du coup après la naissance de Charlie, on s'est mariés rapidement. On l'a fait en petit comité, juste avec les témoins. On a dit voilà, on fait ce mariage Mhm. administratif. Pour nous, c'était vraiment un mariage administratif. On n'avait pas besoin de ça pour se prouver notre amour. Ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble. On s'est toujours dit voilà, notre mariage, on se le fera plus tard quand nous on l'aura décidé. Vous enchaînez de suite sur la procédure d'adoption? Comment ça se passe chez vous? Alors, pas tout de suite parce qu'on était en plein déménagement. Exactement. Donc, qui dit déménagement dit que vous ne dépendez pas des mêmes tribunaux. Donc, il a fallu attendre un petit peu et le temps de se mettre dans les démarches, que c'était les premières adoptions, les premiers refus de certains tribunaux, la galère pour certaines. Donc, on a attendu après le mariage 4 mois avant de partir. Donc, en passant d'abord par un notaire. Un notaire, il vous donne un acte de consentement. Après, il faut encore attendre un délai de 2 mois pour ensuite envoyer votre dossier au tribunal. Ici, on a de la chance d'avoir un tribunal qui a fait les choses assez rapidement. Donc, on va dire que 6 mois après, j'avais ce sésame qui me disait que j'étais officiellement la maman de mon fils. Donc, c'est ce que je disais, c'est un papier qui vaut rien, mais qui vaut tout, sachant qu'encore une fois, ce que les gens ne comprennent peut-être pas parfois en France, c'est que nous, on a deux familles, deux histoires familiales assez complexes. S'il arrivait quelque chose à ma femme, mon fils pouvait m'être arraché et pouvait être donné à sa famille. On ne sait jamais ce qu'un Complètement. juge peut décider, ce qu'une famille peut faire pour se venger, puisque nous, c'est des gens qu'on ne fréquentait plus, mais on ne sait jamais ce que les gens peuvent faire. Donc, Mhm. j'ai vécu 1 an et demi avec cette épée le temps que tout se fasse.
oui, presque 1 an et demi, avec cette épée Damoclès au-dessus, en se disant s'il arrive quelque chose à ma femme, Complètement. bah je peux tout perdre en fait quoi. Donc c'est toujours ça. Les gens en plus souvent quand on en parle à des personnes hétéros qui sont pas du tout dans ces parcours-là, ils ont l'impression que le mariage nous a L'affiliation donné directe. automatiquement le fait d'avoir le droit tous les deux. Et les gens ne le savent pas en fait parce que Mhm. les journaux expliquent pas de la même manière, de la bonne manière on va dire, et les gens sont mal informés. Donc c'est vrai que quand on est dedans, nous on connaît tout par cœur, il y a pas de souci, mais les gens qui ne connaissent pas, bah, c'est vrai qu'ils vont écouter une bride de ce qui se dit et non. Mhm. Complètement. Et c'est vrai que c'est la grosse difficulté de cette loi sur laquelle le gouvernement a reculé finalement. En ne nous donnant pas l'affiliation directe, il crée aujourd'hui des situations qui sont dramatiques, Mm, notamment de couples qui, entre le mariage et l'adoption, peuvent c'est ça. se séparer pour une raison X ou Y, et donc des enfants qui, enfin des deuxièmes parents Mm, qui n'ont absolument aucun droit sur l'enfant et qui ont même le droit de ne pas le voir du tout en fait. C'est vraiment très compliqué. c'est ça. Mm. Moi, je sais que j'insiste beaucoup. C'est vrai que quand on se lance dans ces parcours-là, généralement, j'ose espérer, c'est Mhm. qu'on s'aime et qu'on est, voilà, on se dit qu'on va faire notre vie ensemble ou en tout cas de belles années ensemble. Mais j'insiste toujours sur le fait, faites vite les choses parce que on sait jamais ce qui peut se passer et que malheureusement, même nous, au sein d'associations qui défendent nos droits à la base, on peut voir des couples qui se déchirent et qui oublient leurs premières valeurs et leurs premiers combats. Nous, couples homosexuels, on est comme dans les couples hétérosexuels. Malheureusement, parfois, on sait pas avec qui on fait notre vie. Donc, toujours se préserver et préserver l'enfant parce Exactement. que c'est la maman sociale qui va en souffrir, mais c'est aussi l'enfant à qui on va arracher sa deuxième maman. Et j'ai justement une amie qui avait eu un enfant, mais c'était il y a très longtemps et qui n'a plus jamais revu son fils parce que sa conjointe avait décidé que c'était comme ça. Et c'est juste, enfin, c'est juste horrible de se dire qu'on arrache la filiation pour le coup, parce que la filiation, elle est légale, mais elle est aussi naturelle. Et ce lien entre un enfant et un parent, Exactement, c'est pour ça qu'il ne faut pas procrastiner sur ce projet d'adoption. Même je peux comprendre qu'on soit en frein complet avec l'adoption, avec la loi, mais il faut savoir se mm, protéger et se protéger. Et puis il faut pas oublier aussi que, mine de rien, comme dans n'importe quel couple, la maternité chamboule c'est tout, ça, et qu'il y a des moments, bah, le couple vole en éclats malgré tout l'amour qu'on peut avoir l'une pour l'autre. c'est Et ça. voilà, c'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper, prévoir et surtout protéger les enfants. Et donc maintenant que vous êtes une Mm, famille on est tout à reconnue fait par la loi, d'accord. dirons-nous, euh, vous avez donc pris la décision de vous lancer dans une deuxième grossesse. Combien de temps après vous avez pris cette décision? Alors, on a beaucoup attendu. À la base, on voulait des enfants avec un âge rapproché. On va dire que notre petit bonhomme en avait décidé autrement. Il a fait ses nuits à Chapeau 4 ans. C'était, c'était très compliqué. Non, on était épuisés, on était vraiment, vraiment épuisés. Et on se disait que si on repartait, justement, c'était notre couple qu'on mettait en jeu, c'était notre famille. Et c'était cet enfant qui arriverait et qui devrait supporter notre fatigue et peut-être notre patience avec des limites parce que notre petit garçon avait décidé que la nuit c'était bien sympa de vérifier que les mamans étaient toujours là. Donc du coup on a attendu bah voilà, et quand il a eu ses 4 ans, bah voilà, aujourd'hui il a 5 ans et demi, bientôt 6. Donc on a quand même encore est attendu un petit peu après compréhensible. pour profiter des grasses mat et des nuits complètes. Puis normalement c'était moi qui devais porter le deuxième enfant. Après on en a rediscuté avec ma femme. C'était compliqué parce que les gens Complètement. ont tendance justement à avoir ce côté, bah, faut que les deux portent. Même la famille, sans se rendre compte, parfois peut être un peu intrusive et un peu maladroite en disant bah oui, mais faut que chacune porte quoi. C'est pour les gens ça Exactement. semble logique, donc parfois on a envie de leur dire vous c'est que la femme qui porte, hein, vous vous posez pas la question. Et voilà. Je crois que d'ailleurs petite dédicace à ma femme qui ce matin a dû répondre quelque chose dans ce sens-là sur Instagram. Du coup c'est vrai que on avait peur du jugement. Ma femme avait peur que on la juge. Je lui ai dit, écoute, si moi je fais le choix de t'offrir encore cette deuxième grossesse, c'est parce que j'ai travaillé dans ma tête et que je sais que je ne te le reprocherai pas, parce que c'est Oui, important c'est aussi clair. de faire les choses, voilà, sans avoir envie après de les reprocher à la personne.
Donc elle avait ce besoin de porter encore les enfants. Moi, j'étais plutôt dans à la base, si je dois porter, je porte, si je porte pas, voilà. Mhm. J'avais pas ce côté indispensable pour créer le lien avec mon enfant. Et j'ai un lien tellement fort avec mon fils que de toute façon, il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc ça nous a pris quand même bien 6 mois parce que ma femme avait peur que je lui reproche. Elle avait peur que ça puisse jouer sur notre couple. Donc il a fallu que je la rassure, que je lui montre par A plus B que non, j'étais vraiment certaine de mon choix. Et puis on est reparti l'année dernière. D'accord, ok. Donc vous repartez sur Chiron du coup? Oui, on repart sur Chiron, Oui. pas avec le même donneur au vu du délai entre les deux. C'est pareil, c'était quelque chose sur lequel on avait discuté, mais au final, on s'est dit, on se bat pour montrer que les liens du sang n'ont pas nécessairement leur place pour créer une famille. Donc on s'est dit, voilà, au final, leur filiation, elle est naturelle. Ça restera des frères Mhm. et sœurs, peu importe le donneur qu'on aura. Ça a été beaucoup plus rapide parce que Chiron avait déjà le dossier. Donc on les a contactés. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on leur a bien dit Ouais, que clairement. l'hyperstimulation avait été quelque chose quand même d'éprouvant pour ma conjointe. Ils l'ont entendu et ils ont encore modifié le traitement de manière à limiter. On est Jours. reparti avec un bon délai de 18 jours, comme D'accord. pour la première grossesse. Et donc au bout de 18 jours, ils C'est refaisaient ça. toujours la double insémination? Oui, toujours, ça existe toujours, hein. Donc on devait partir. Encore une fois, j'avais mon mois d'août suite à un changement professionnel. Je reprenais l'école, Mhm. donc j'avais cette chance d'avoir août et septembre un peu plus disponibles pour partir, on va dire. Et puis comme les choses ne se font jamais normalement, nous sommes partis le 1er octobre, jour de ma rentrée scolaire. Donc j'ai dû m'absenter les 2 premiers jours de rentrée. Les enfants nous font faire des choses, c'est quand même incroyable, hein. Donc on est Ils ont leur propre parti. agenda, mais ils ne tiennent pas compte du nôtre. C'est ça, c'est ça. Mais c'est ce qui rend aussi nos parcours, c'est sortir le positif de nos parcours. C'est vrai que c'est du stress. Alors après, faut pas oublier que le stress peut jouer sur les grossesses et que, encore une fois, si c'était en France, c'est du stress en moins quand même. Mais c'est du stress et ça laisse au final des superbes souvenirs parce qu'on en rigole aujourd'hui et que malgré Complètement. tout, ça reste des choses uniques. Donc on le prend positivement. Et puis au final, cette grossesse, donc on a attendu nos fameux Non, mais 14 ta jours femme, elle est faite pour ça, en et, fait, hein. et le test était encore C'est positif. Ouais, 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 c'est la chance qu'on a eue dans notre parcours, c'est vraiment ça. Ouais, ouais, parce que l'échec est compliqué, hein, dans nos parcours, faut pas qu'on oublie ça. Mm, l'échec, le stress que ça met sur le Mmh mh. couple, faut pas oublier que toutes les piqûres d'hormones, ça joue sur les femmes. L'échec, les Tout à fait. hormones, tout ça font que des couples se séparent sans avoir réussi à aller au bout de leur parcours. Et des couples sont obligés d'abandonner parce que financièrement, Ouais, 1 500 € multipliés par certains couples ont fait 9 essais avant d'y arriver. C'est de sacrés budgets. oui, donc effectivement, on a des couples qui ont fait beaucoup d'essais et faut pas se mentir, hein, on parle de 1 500 € la tentative, c'est de l'insémination artificielle dont on parle. Dès lors que le protocole bascule sur une FIV, ça change complètement les tarifs et ça limite, voire ça stoppe net, des projets de construction de famille. C'est ça, oui. Si jamais une femme a des difficultés de fertilité ou autre, c'est là où ça peut être très compliqué. Donc c'est ici parfois où la logique de la France n'est pas compréhensible parce que ces femmes-là devraient avoir cette possibilité du coup d'être aidées puisque si on va sur les textes de loi, une femme qui a des problèmes d'infertilité doit pouvoir être aidée en France. Donc c'est toujours ce système de la loi et du contournement de la loi qui est possible ou non. Je sais que nous, on a un couple d'amis où l'une des deux avait des difficultés. Donc ça a été une chance pour le coup d'être en couple avec une femme puisque elle avait besoin des ovules de sa femme pour pouvoir Mmh. devenir mère. Et je trouve que c'est des super projets aussi. C'est ce qu'on appelle les FIV Complètement. repas. Et par contre, voilà, c'est des budgets qui sont totalement autres. Nous, c'est quelque chose qu'on aurait aimé parce que ça inclut vraiment le corps des deux mères, mais Mmh. financièrement c'était juste pas possible. Donc après faire un enfant c'est bien, mais pouvoir assumer derrière tout le reste de sa vie c'est encore mieux et pour nous financièrement c'était compliqué.
Mais c'est sûr qu'il y a des couples qui sont obligés de faire des emprunts pour concevoir leur famille, Mmh, c'est ça. et à un moment donné, effectivement, ça va impacter, la suite de notamment de l'éducation de l'enfant puisque, à un Mmh. moment donné, quand on rembourse un crédit qui est conséquent, ben, ça devient difficile, pour pouvoir, aussi accompagner son enfant dans la vie de tous les jours. C'est ça. Et encore, nous, on a de la chance d'être des femmes. C'est vrai que je pense souvent à nos amis hommes qui, eux, ont encore plus de difficultés parce que c'est des parcours qui coûtent Complètement. encore plus cher. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que devenir parent, à la base, on ne devrait pas être obligé d'inclure ce côté financier. Et surtout qu'aujourd'hui, on montre bien que nos familles sont vraiment comme les autres. Nous, on est vraiment super bien intégrés et pourtant on a fait construire dans un tout petit village Mmh. perdu en Charente-Maritime, dans un village où tout le monde se connaît. On n'a jamais eu un seul jugement. Alors oui, peut-être Mmh. que certaines personnes ne sont pas en accord, mais on a le droit de pas être en accord à partir du moment où on se respecte les uns et les autres. Voilà, exactement. C'est là où le mot tolérance parfois est employé aujourd'hui peut-être trop facilement. La tolérance, c'est tout simplement le respect. Et si on apprend chacun à se respecter, notre fils a deux super meilleurs copains qui adorent venir à la maison, dont un qui est d'origine croate, hein, comme quoi les origines ne veulent rien dire. Mmh. C'est vraiment la mentalité des personnes. On Complètement. a appris hier qu'il a raconté toute notre vie à la garderie, enfin au centre aéré hier. Donc on se sent parfois même gêné parce que même si on est très en accord avec notre vie, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant. Ah oui, complètement. Donc c'est un côté très parfois très pénible pour les familles homoparentales, c'est que on a l'impression qu'on n'a pas le droit à la vie privée. On n'ira jamais demander à un couple hétérosexuel comment s'est passée la création de leur enfant. C'est pas faux. On n'ira jamais dans les détails, mais c'est vrai que nous, en général, dans la vie, je prends jamais les choses de manière très négative. Les gens Mmh. le font pour apprendre. Donc c'est vrai que me concernant, je ne me cache jamais. C'est quelque chose dont on avait parlé avant d'avoir notre fils. Il était hors de question qu'on dissimule notre famille. Je peux concevoir que d'autres le fassent, mais me concernant, je ne comprenais pas comment je pouvais dire à mon enfant d'assumer d'avoir deux mamans si moi-même je n'assumais pas ma famille. Exactement. Donc il était hors de question que que je cache ma famille. Donc dans tous les emplois que j'ai, alors j'arrive pas en disant salut tout le monde, je suis en couple avec une femme, hein. Voilà. J'ai ma vie privée, voilà. Mais c'est Mmh. vrai que le jour où mon dernier emploi, le jour où une collègue m'a dit et du coup on parlait des petits noms qu'on peut donner à son chéri, elle dit et toi ton chéri comment tu l'appelles? Bah je dis c'est plutôt ma chérie et voilà. Et puis les gens en fait sont contents de voir que on est comme tout le monde. Et on m'a souvent fait le retour positif de dire c'est agréable aussi de voir des couples homo qui se cachent pas justement. Les Oui, gens ont besoin de voir qu'on est qu'on comme eux assume. et ont Mmh. besoin de voir qu'on ne cache pas les choses. C'est comme Complètement. tout, plus on va cacher et plus vous allez cacher les cadeaux de Noël. Et bah quand une fois qu'on croit plus au Père Noël, on n'a qu'une envie, c'est d'aller fouiner et de trouver le cadeau. Je pense que plus on va se cacher, plus les gens vont avoir envie de fouiller parce qu'ils vont se dire quelque chose est bizarre Ouais, chez ça cette tourne pas rond, personne. quoi, ouais. Et C'est ouais. mmh mh. Et je me voyais pas dire à mon fils tu dois nous assumer, mais nous on n'assume pas quoi. Donc au final et ici on est dans une petite école, on n'a aucun souci et les enfants quand ils viennent à la maison disent ouais c'est génial toi tu joues au foot bah oui parce avoir des enfants on a eu un garçon et il faut bien aussi se mettre aux choses qu'aiment parfois certains garçons les garçons Complètement. n'aimant pas le foot et du coup, c'est vrai que nous, on a un garçon très stéréotypé, donc comme quoi, hein, Comme quoi. c'est vraiment, c'est vraiment pas choisi. Hein. Nous, c'est vraiment le garçon dans les purs stéréotypes. Donc, il aime le foot, les Pokémon, Star Wars, tout. À part le foot, le reste, je ne suis pas fan. Mais on s'y met parce que c'est important pour lui, il en a besoin, donc il y a pas de souci là-dessus. Mmh. Et et puis en plus bientôt, du coup, nous allons avoir deux petits garçons en plus. Voilà, donc ce fameux essai a abouti à Ouais, une deuxième grossesse double, mais qui est évolutive complètement cette fois-ci. Et donc vous c'est allez ça. avoir 2 petits garçons pour, dans 3-4 mois, c'est ça?
Du coup, dans 5 mois, on va dire, 5 mois, pour le d'accord, ok. 1er juillet. Mm. Ok, donc vous allez arriver dans la team multiple. Vous allez découvrir là. C'est ça. Bon, après, tu as pris de l'avance avec les non-nuits de ton fils, donc je pense que vous allez Mm. gérer. C'est ça. Donc là-dessus, de toute façon, on se dit qu'on a eu un premier bébé qui n'était pas du tout un bébé pour parents débutants, surtout en général. C'était On le a modèle d'ailleurs avancé, ouais. rendez-vous à l'école tout à l'heure. Voilà, non, il est merveilleux parce qu'il est unique et qu'il a une pensée unique. Par contre, c'est vrai que pour le coup, lui, son problème, c'est pas d'avoir deux mamans, c'est que justement, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose qui fait qu'il a gardé ce petit truc en lui? Il a besoin de se différencier des autres. Il ne pense pas comme les autres. Et du Mhm. coup, les difficultés qu'on rencontre avec lui, c'est des difficultés sur Instagram. Beaucoup de mamans ont des difficultés avec leurs enfants à l'école. Et c'est que malheureusement, ils ne rentrent pas dans le moule niveau cérébral à l'école. D'accord. Et du coup, pour lui, c'est compliqué de ce côté-là. Donc, comme quoi, ce n'est pas d'avoir deux mamans pour lui le problème à l'école, mais il a les mêmes problèmes que les enfants de couples hétéros qui rentrent pas dans les cases Ouais, et dans les cases de qui évoluent pas comme les l'éducation autres. nationale, ouais. Ce qui arrive quand même C'est ça. relativement fréquemment finalement. Oui, 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 oui. C'est même trop régulier, on dirait. Ouais, clairement, je pense qu'il va falloir réformer de ce côté-là aussi à un moment Mm, donné pour intégrer c'est ça. tous nos petits bouts qui ne fonctionnent pas comme l'éducation nationale voudrait qu'ils fonctionnent. C'est ça. Alors, il me semble que tu voulais ajouter un point de détail concernant cette deuxième insémination, point de détail qui a toute son importance, en tout cas pour la découverte de nos enfants, du parcours de nos enfants. Au niveau de notre deuxième insémination, quand nous sommes partis du coup en septembre-octobre, 1er octobre, la particularité de cette insémination-là, c'est que nous avons emmené notre petit Charlie avec nous. Donc ça a été une petite aventure pour lui, un peu de stress, je pense, et repartir un peu sur ses traces. Pour nous, il était important de jamais mentir à notre enfant et de pouvoir lui expliquer toute son histoire. Donc il connaît toute son histoire depuis qu'il est tout petit, Mhm. que ce soit l'insémination, que ce soit son jumeau, etc. Donc il est parti avec nous donc sur la route de San Sebastian et il a pu découvrir cette clinique. Donc c'était vraiment marrant sa réaction puisqu'il était ébahi devant cette clinique. Il était vraiment heureux. On a vraiment senti un côté très heureux d'être en Espagne, sa fierté parce que il adore l'Espagne, il sait que pour nous l'Espagne c'est très important Mhm. et de rencontrer les médecins. On a eu la chance en plus d'avoir le même médecin que nous avions eu pour lui. Donc toute l'équipe était super heureuse de rencontrer Charlie et le médecin. Donc voilà, de le voir maintenant à presque 6 ans, il était voilà, je pense que c'est toujours une fierté quand on offre la possibilité à des familles de devenir parents, de voir se concrétiser tout ce qu'on a Devant mis le en place. Je pense résultat, que oui. c'est toujours une fierté. Ouais, ouais. Donc voilà, du coup, il a participé avec nous à cette insémination. Il est resté à l'écart, bien sûr, mais il a pu discuter avec le médecin. Il a pu comprendre un peu plus parce que c'est vrai qu'on lui explique en quoi consiste la PMA et les inséminations, par exemple, pour nous. Donc, pareil, on a essayé de lui expliquer avec des mots d'un petit enfant de cet âge-là et des dessins. Donc voilà, pour lui expliquer d'où venait la graine, comment la graine arrivait jusqu'au ventre de maman, parce que c'est vrai que des enfants peuvent vite se faire des images. Par exemple, pour nous, ils croyaient que c'était le médecin qui donnait la graine, donc c'est vrai qu'il faut tout de suite remettre les choses, voilà, à leur place pour pas que, même si leur imaginaire de toute façon se racontera toujours des choses, parce que je pense que c'est l'humain et que nous sommes tous comme ça, Mhm. mais au moins il sait exactement comment son histoire a commencé, où elle a commencé, et le respect qu'ont les gens qui nous ont offert cette chance et le respect que nous avons pour eux. Donc c'est vrai que c'est 48 heures en Espagne, 48 heures dans sa ville, parce que San Sebastián restera toujours sa ville, je pense, de cœur, comme nous, elle l'est pour nous. Et je trouve que c'était vraiment une grande chance de pouvoir faire en sorte qu'il nous accompagne. On nous avait proposé de le garder, etc. Et non, pour nous, c'était aussi comme un petit pèlerinage, voilà, de son histoire. Et puis, pour les petits jumeaux qui arriveront derrière, donc
pour l'instant, il n'y a pas de quatrième de prévu. Et Ah bon? pour l'instant, on s'arrêtera à 3. Oui, oui, oui. Mais voilà, on fera un pèlerinage autre, mais c'est pareil, ils retourneront sur leurs traces. Et c'est vraiment un point d'honneur qu'on a mis à ancrer cette histoire dès le début et faire en sorte qu'ils soient bien dans leur basket comme nous sommes. Oui, c'est vrai qu'en plus Et à cet pour l'instant, âge-là, ça a l'air de fonctionner. vers 6 ans, effectivement, je sais qu'il commence à se poser des questions, à s'interroger Mm, vraiment sur comment c'est possible, surtout que les petits camarades les c'est aident à se ça. poser des questions. Donc oui, c'était une belle opportunité pour lui du coup. Ouais, 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 c'est sûr. Puis même ses petits copains, c'est vraiment génial parce qu'ils sont tous investis, ils sont tous à fond pour savoir si ça a fonctionné, est-ce que tes mamans c'est bon, donc c'est là où on voit que c'est vraiment de l'éducation et que si on apprend tous à nos enfants à se respecter les uns les autres, peu importe les différences, bah au final le monde, voilà, tout peut être plus simple quand on y met les formes et quand on y met l'apprentissage dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est pour toutes celles qui ont parfois des doutes ou des peurs, c'est vrai que j'ai fait en sorte récemment de mettre mon Instagram en public parce que j'avais un peu ce côté où je me disais, bah, tu pourrais aider peut-être plus de personnes et au vu des messages que j'avais. Et voilà, c'est vraiment leur montrer que même si des gens descendent encore quelques-uns dans la rue, la majorité aujourd'hui des gens sont bienveillants et ont envie de découvrir nos familles et des gens plus intéressants que d'autres ou moins, on en aura forcément, mais ça qu'on soit un couple, une famille homoparentale, un couple hétéro, ça sera toujours pareil. Mais voilà, je pense que les enfants, voir des enfants en maternelle jusqu'à 7 8 ans, qui sont encore neutres dans leur tête, je dirais, on se rend compte qu'au final, ils sont vrais, ils sont sincères et aimants. Donc, le temps qu'on leur transfère pas des mots comme on peut voir dans la rue pour certains et qu'on leur inculque pas la négativité, il n'y a aucune raison que ça se passe. Oui, c'est ça. À cet âge-là, ils n'ont aucun biais de normalité, en fait. Donc, il n'y a aucun moyen. C'est Enfin, ça. normalement, voilà. Enfin, je le vois bien avec les enfants de l'école aussi. C'est des fois plus les adultes qui sont interloqués, on va dire, vis-à-vis de nos familles, plutôt que les Mm. enfants pour qui ça paraît complètement normal. Finalement, ils se sont même pas posé la question. C'est ça. C'est ça, en fait, ceux qui se posent même pas la question, ils voient les choses telles quelles et puis ils passent à autre chose, hein. Ils voient pas la personne par rapport à une sexualité ou par rapport à une famille, en fait. Enfin, si on commence à rentrer dans tout le détail de chaque famille, je pense qu'on pourrait être surpris et les enfants eux-mêmes de leur propre famille. Donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Le plus important, c'est d'être clair, nous, avec ce qu'on fait, d'être clair avec nos enfants. Et après, le reste, ça suit. Je rappelle souvent aux gens, une IAD comme on fait nous en Espagne, c'est la même chose que pour un couple hétérosexuel en France, où l'homme est stérile. Et du coup, parfois, ces enfants ne sont jamais au courant de toute leur vie que bah, papa était stérile et que on a fait une insémination. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, beaucoup de familles le disent, mais il y a aussi beaucoup de secrets et le plus gros problème aujourd'hui pour les enfants, ça reste le secret, peu importe la famille qu'on a. Si on ment, si on cache les choses, c'est là où les enfants ont besoin un jour de connaître la vérité. Aujourd'hui, nous, nos enfants connaissent la vérité, donc forcément, certains enfants le vivront peut-être mieux que d'autres. On a l'opportunité d'avoir des grands ados autour de nous, et du coup, c'était quand même les premières familles, donc celles qui ont vécu des choses parfois plus compliquées. Mhm. Et c'est des gamins qui sont mais super bien dans leur basket. Les profs insistent même à dire aux parents, mais vos enfants sont vraiment très bien dans leur peau, il n'y a aucun souci. Et Et ça ça fait tire. plaisir. Il faut, ouais, ouais, sincèrement, faut pas hésiter parfois. Justement, l'association dont je parlais, les enfants d'arc-en-ciel, on fait des petits regroupements par région. Et faut pas hésiter parfois à venir. Il n'y a aucun engagement, pas besoin de s'engager à l'association ou autre, même si c'est toujours du plus, mais il n'y a pas d'obligation. Et ça vous permet de rencontrer des familles. Et les enfants, ça leur fait du bien. Et nous, ça nous permet d'échanger, et ça permet de se rassurer. C'est vraiment parce que malgré ce que les gens pensent, nous, on est entouré que de couples hétérosexuels. On ne se met pas on n'est pas des Des schémas. ghettos. C'est pareil cette image. Ouais, c'est ça. C'est que les gens ont toujours cette impression de ghetto ou autre.
Nous, voilà, on est entouré de beaucoup de personnes hétérosexuelles, parce que je choisis pas mes amis par rapport à la sexualité, mais par rapport au travail, aux rencontres qu'on fait, etc. Et c'est vrai que ça permet du coup, voilà, de rencontrer des familles comme la nôtre. Et franchement, faut pas hésiter, c'est vraiment un plus. Et je trouve ça génial de voir comment évoluent nos enfants. Et pour l'instant, autour de moi, j'ai vraiment que du positif. Ok, moi je te remercie beaucoup pour cet ajout, Marine. Et bah de rien. Non, non, t'as raison, c'était vraiment important de pouvoir compléter. Et puis hier, j'ai une autre famille qui a eu la même démarche, mais avec un petit de 2 ans. Et le D'accord. petit, lui, pour le coup, en Belgique, assisté à l'insémination. Alors bien sûr derrière le champ, D'accord. mais il a compris tout ce qui s'était passé Oui. et du coup, enfin voilà, c'est de la vraie transparence pour le coup. Alors évidemment, on peut se dire les enfants n'ont rien à faire dans le milieu médical ou dans les hôpitaux ou dans la conception d'un enfant. Effectivement, on le ferait pas Mm. dans un autre cadre, C'est mais, ça. mais là c'est vraiment important parce qu'il y a un moment donné où ils vont savoir que ça c'est pas possible de fonctionner comme un papa et une maman. Donc il y a forcément eu une intervention extérieure et le mieux c'est d'être transparent dès le départ. C'est ça. C'est exactement ça. Ok, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Et bah écoute, déjà que cette grossesse continue calmement comme pour l'instant elle est, Mhm. c'est agréable. Et justement, les gens qui ont parfois peur d'avoir des grossesses multiples, bah pour le coup, Charlie, qui au final après était vite tout seul dans la grossesse, ça a été une grossesse très compliquée dès le début. Mhm. Et pour l'instant, on profite du calme avant la tempête. Clairement. On profite du calme et oui, oui. Et bah pour la suite, moi qui reprends l'école en même temps, donc qui vais vivre la naissance des petits bouts, peut-être pendant mes examens, parce qu'on aime bien ici faire tout à la Oui, fois. voilà, double challenge. Bah la, la réussite des examens, la réussite voilà de nos petits bonhommes et la continuité comme ça. Pour l'instant, on a une vie familiale plutôt très très sereine. Et justement, c'est ce que je disais, on a l'une et l'autre, on a des parcours familiaux très complexes et du coup, on se débrouille par nous-mêmes pour tout. Mhm. Notre petit bonhomme n'a pas la chance d'avoir des grands-parents disponibles. Et c'est voilà, faut se dire que c'est pas parce que votre famille est différente que vous pouvez pas réussir à recréer quelque chose de beau. Oui, avoir une harmonie Et familiale. aujourd'hui, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, qu'on continue nous sur cette route-là. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite surtout d'accueillir ces petits bébés qui arrivent avec beaucoup de bonheur et pas d'appréhension parce qu'honnêtement, et je sais de quoi je parle, c'est une très très belle aventure et une grande chance dans la vie d'avoir des multiples. Aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et bien sûr, si tu as besoin, dans ce cadre-là notamment, tu peux venir, je peux te donner des tips parce que j'en ai quelques-uns dans ma boîte secrète. Non, mais c'est vrai que c'est la magie d'Instagram quand on voit tous ces couples de multiples. Enfin, vous restez. Alors après, vous êtes quand même un grade au-dessus, hein. Certes, mais Mais bon. c'est vrai que voilà, ça permet aussi de pouvoir échanger et justement la création des podcasts et d'Instagram et tout ça, c'est aussi une chance, je pense, pour nos familles hors normes. Parce que aujourd'hui, les petits jeunes, que ce soit hommes ou femmes, qui se découvrent une sexualité différente de ce qu'on va dire appeler la norme, Mm, aujourd'hui peuvent se retrouver et peuvent voir que moi mon plus grand cadeau sur Instagram, c'est quand des petites jeunes me disent ah bah merci, c'est ce que je veux pour plus tard, c'est comme ça que j'ai envie de construire et je vois que c'est possible. Donc oui, faut se battre aussi pour montrer le côté positif. C'est vrai que parfois quand on se bat pour des droits, on voit souvent le négatif, mais je sais que parfois j'ai pu, avec certaines, m'accrocher un peu sur Instagram. Il faut pas montrer que le négatif parce qu'on a aussi la chance d'être malgré tout, même si notre pays est très en retard. on avance Il faut pas oublier que dans certains pays c'est pire complètement. et que nous on a cette chance de voilà d'avancer petit à petit. Après ça reste on reste dans de l'humain, on reste dans des textes de loi. Les textes de loi n'ont jamais avancé rapidement en C'est ça. France. Mais voilà, faut qu'on continue de se battre comme on le fait de manière intelligente, montrer aux gens qu'on est des gens tout à fait normaux, qu'on a des qualités, des défauts, que tous les couples homosexuels ne finiront pas leur vie ensemble
mais plein finiront leur vie ensemble. Comme Donc des couples voilà, on est hétérosexuels. juste comme tout le monde et que nos enfants, voilà, c'est ça, on est tous identiques et que nos enfants sont tous identiques et qu'il n'y a aucun méfait, enfin mauvais effet pour nos enfants. Et la preuve en est, c'est que hier on discutait, on se disait 3 belles filles plus tard, ça va être compliqué. Et on a dit à notre fils, écoute, il faut qu'il y en ait un de vous trois qui aime les hommes. Et il a dit, non maman, tu sais que moi, je déteste embrasser les garçons. Donc que les gens se rassurent, hein, l'homosexualité ne se transmet pas dans parent à enfant. Donc notre fils, pour l'instant en tout cas, aime vraiment plus les femmes que les Sans quoi il que n'a les pas hommes. tort, je Donc pense. faut que les gens se rassurent. Voilà. C'est ça. D'accord. Non, mais c'est vrai que on s'est interrogé là il y a très peu de temps justement par rapport à la sexualité de nos enfants et on se demandait dans quelle mesure en fait on pouvait transmettre pas la sexualité, mais tu sais notre modèle et comment nos enfants allaient évoluer dans leur sexualité. C'est vrai c'est des questions qu'on se pose hein, forcément. Et nous, on est bien évidemment ouverte à tout, C'est ça. mais voilà, on s'interroge. Enfin, pour le coup, on va le découvrir. Oui, donc ça peut arriver, voilà. On a certains exemples autour de nous où, bah oui, hein, des enfants qui au final est devenu homo, mais là c'est une chance pour cet enfant parce que arriver dans une famille homo, Bah voilà, clairement. ça aide. Mais non, ce n'est pas ce que certains qui vont manifester bientôt, enfin, se rassurent, au On final, ne ce n'est crée pas des pas, générations ça ne se d'homosexuels. transmet pas. Voilà, non, qui se rassurent, nos enfants se marieront peut-être avec les Oui, leurs. voilà, ça serait d'ailleurs un joli pied de On nez. sait jamais. C'est ça. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Amandine, de t'être rendue disponible. Je t'ai rencontré, moi, donc, par le biais d'Instagram sur ton compte à Charlie et ses drôles de mâmes. Je mettrai le lien, d'ailleurs, Ouais. dans les notes du podcast pour que les gens puissent vous retrouver s'ils ont envie de venir vous suivre et de suivre un peu la grossesse de ta femme, notamment, et la vie de votre petite famille. En tout cas, j'apprécie vraiment beaucoup vous suivre au quotidien et je vais encore plus vous suivre avec l'arrivée de vos petits bouts, là. Merci. Je t'en prie. À très bientôt, Amandine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager, à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas parentaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous trouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Amandine et Laura, ainsi que l'association dont elles parlent, les enfants arc-en-ciel, et le lien de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le prochain épisode du podcast Les enfants vont bien. And Jesus Christ, if it tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.